Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, on a un épisode assez dense et assez douloureux à aborder à propos de Benjamin Amar. On va immédiatement rentrer dans le vif du sujet et on va faire ça chronologiquement. Le 3 mars 2022, Mediapart a sorti un article disant « Violence sexuelle, la plainte qui fait tanguer la CGT ». Benjamin Amar, figure montante du syndicat, est visé par la plainte d'une camarade, écoutez bien, pour viol, torture et acte de barbarie. Il clame son innocence. La révélation de cette affaire suscite de violentes oppositions entre la direction nationale qui l'a suspendu de ses fonctions et ses soutiens du Val-de-Marne. Pourquoi on parle de ça ? On parle de ça parce que on va voir une démonstration de la stratégie agresseur. Une pure démonstration. Et quelle est la pire des choses que puisse faire un homme accusé comme ça de violences sexistes et sexuelles ? Quelle est la pire des choses qu'il puisse faire ? La pire des réactions attendues ? Je pense que vous n'avez pas encore la réponse. On va la donner dans cet épisode. Un tsunami, un séisme, un tremblement de terre, ce lundi 28 février en fin d'après-midi. Les membres de la commission exécutive de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne, qui prennent la parole tour à tour, puisent dans le même champ lexical pour dire leur choc. Tous étaient convoqués à une réunion en visioconférence pour organiser le soutien à leur camarade Benjamin Amar. C'était la première des choses. Ils apprennent, du coup, des faits présumés de viol, de torture et d'actes de barbarie. Petite visio pour le soutenir. Co-dirigeant de fait de l'UD du Val-de-Marne, ce dernier fait aussi partie des instances dirigeantes nationales de la CGT. C'est une figure très présente sur les plateaux de télévision, des chaînes d'infos en continu, à Touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna sur C8. Les militants convoqués en urgence par les dirigeants du département qui savent que l'heure est à la riposte. Dans une poignée d'heures, le nom de Benjamin Amar sera définitivement associé à un texte explosif. Le communiqué envoyé par le 22 février par la direction nationale de la CGT. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut absolument devancer la sortie du texte pour pouvoir contrôler le narratif. Voilà pourquoi il y avait urgence pour eux. Ils voulaient absolument garder la main sur le narratif, donc il fallait communiquer et s'organiser avant la sortie du texte. La commission exécutive de la CGT a suspendu ce dirigeant de la totalité de ses mandats. Dans la foulée, le parquet de Paris a fait savoir à l'AFP que suite au dépôt d'une plainte, notamment pour des faits de viol et agression sexuelle, une enquête a été ouverte. L'affaire a été instruite. On va revenir évidemment sur les conséquences de cette instruction qui malheureusement n'est pas allée très loin, vous le constaterez. Donc le nom de Benjamin Amar a été cité. Selon les informations de Mediapart, la plaignante est une militante de la CGT. Elle l'a côtoyé dans le cadre syndical. Les faits qu'elle rapporte remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années. La ligne de défense de celui qui se décrit comme un innocent calomnié et accusé à tort est simple. Il conteste avec la plus grande fermeté les accusations infamantes et ignominieuses portées à son encontre, en expliquant que tout ceci est à l'opposé de ce qu'il a toujours porté dans sa vie. Il assure ne pas savoir exactement ce qui lui est reproché à l'heure actuelle, et pourtant, vous voyez, la communication de crise fait qu'ils ont précédé, du coup, la sortie du communiqué de la CGT. Il ne souhaite plus s'exprimer dans les médias. On l'a viré des instances nationales de la CGT avec des qualificatifs infamants, mais on ne lui donne pas d'éléments pour savoir de quoi il s'agit. Il est dans un sentiment profond d'injustice et d'incompréhension. Ce n'est pas un militant quelconque que Philippe Martinez a convoqué le 21 février pour lui annoncer qu'une plainte le visait et que sa suspension allait être proposée au vote de la CEC le lendemain. Et on apprécie cette démarche de Vincent Martinez qui, par précaution, préfère éloigner une personne qui est accusée de faits aussi graves pour protéger d'éventuelles d'autres victimes présumées. Le 22 février, une quarantaine de responsables CGT avaient répondu à l'appel, 3 se sont abstenus. La suspension, ça correspond aux valeurs que la CGT défend publiquement. On l'a demandé pour le ministre de l'Intérieur Darmanin quand il a été accusé. Il faut être cohérent, c'est très bien. Une posture morale et radicale que je partage complètement. Mais si on ne le suspendait pas, ça revenait à ce que la direction confédérale prenne position en sa faveur alors qu'il est visé pour une procédure lourde. Lui, en revanche, a refusé de se mettre en retrait dans le Val-de-Marne. Cédric Quintin, le secrétaire général de la CGT Val-de-Marne, proche de Benjamin Amar, se dit inquiet. Et on le cite, « Il y a aujourd'hui des irresponsables qui salissent toute la CGT, une poignée de personnes à la direction confédérale qui ont largement dépassé les prérogatives et largement devancé le travail de la justice. » Fin de citation. Un grand classique, on nous en veut, on veut nous faire du tort, les gens veulent instrumentaliser cette histoire pour nous faire du mal, pour ne pas avoir à répondre sur le fond. Accusation d'instrumentalisation de la plainte, c'est très exactement ce que je vous décris. Pour ne pas avoir à répondre, on va s'attaquer aux personnes qui parlent de l'affaire en disant « vous le faites pour causer du tort à la CGT », comme s'il ne pouvait pas y avoir de critiques sincères de camarades à la CGT qui s'indignent de ce qui est en train de se passer. Un grand classique de la stratégie agresseur. Des militantes, en revanche, disent qu'elles ne sont pas surprises. Certains affirment qu'ils sont surpris, mais d'autres
Pas du tout. Dans le département, il y a beaucoup de femmes adhérentes de la CGT, car il y a de nombreux centres commerciaux avec des boutiques de restauration rapide, de prêt-à-porter, de parfumerie. Une militante affirme que plusieurs syndiqués du département ont trouvé assez honteuse la réunion de lundi. Ceux qui voulaient que Benjamin prenne du recul ont eu moins de temps de parole que ses soutiens, et lui a pu parler longuement. Et après les discussions, il n'y a pas eu de vote pour connaître réellement les positions de chacun. Au niveau national, la cellule de veille sur les violences sexistes est dans le collimateur de Benjamin Hamar et de ses soutiens, bien sûr, autant s'attaquer aux féministes dans ces cas-là. Il reproche à ses membres de n'avoir pas contacté l'union départementale une fois qu'ils avaient pris connaissance de la plainte visant l'un des siens. Ça fait partie des choses qui sont pourtant recommandées. Lorsque vous apprenez qu'il pourrait y avoir une histoire de VSS qui touche un de vos proches, vous ne prévenez pas le proche. C'est exactement comme ça qu'il faut réagir, parce que sinon toute la stratégie peut se mettre en place pour pouvoir se défendre, attaquer. Et c'est exactement là ce qui s'est passé dès qu'ils ont appris que l'affaire allait sortir. Bref, cet article est sorti le 3 mars 2022. Le 24 août 2022, Benjamin Hamar a été réintégré puisque la plainte a été classée sans suite. Le parquet de Paris a classé sans suite la plainte pour viol, torture et acte de barbarie déposée par une femme à l'encontre du dirigeant de la CGT. L'organisation syndicale veut le réintégrer 6 mois après avoir été suspendu de son mandat. Une plainte classée sans suite ne signifie pas que la personne est innocente des faits qui lui ont été reprochés. Il est possible que la personne soit innocente des faits qui lui ont été reprochés, mais il est aussi possible simplement qu'il n'y ait pas assez d'éléments matériels pour pouvoir organiser un procès et éventuellement décider d'une condamnation. Pourquoi ? Parce que la matérialité des faits après un viol est extrêmement difficile à prouver. Mis à part si vous avez porté plainte dans les minutes qui ont suivi le viol, il y a toujours du matériel génétique présent à l'intérieur de vous. Je suis désolé de parler de ce genre de choses. S'il n'y a pas de traces de coups et blessures, comment vous voulez prouver ? Et donc, les plaintes pour viol aboutissent à des non-lieux. Il n'y a qu'une seule plainte pour viol qui finit par être jugée au tribunal. Un seul pourcent, 1% seulement des plaintes pour viol jugées au tribunal. Bref, et donc il y a eu un communauté par rapport à ça. Alors évidemment, étant donné qu'il y a eu un classement sans suite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous vous doutez bien, tout l'entourage de Benjamin Hamar a expliqué que c'est la preuve que la dénonciation était calomnieuse, qu'il est innocent, etc. Et ça n'est pas ce que ça signifie. Une attitude de précaution qui prônerait une vision vraiment transformatrice et profondément féministe de la société tendrait à dire, dans le doute, on ne réintègre pas. On ne réintègre pas parce qu'il y a d'autres militantes. On ne réintègre pas parce que les hommes agressent dans leur milieu de pouvoir. Et donc, il vaut mieux sortir les hommes de leur milieu de pouvoir parce que ces personnes-là ont du pouvoir qu'elles agressent. Se sentent légitimes à pouvoir appliquer leur domination masculine, la violence masculine. Malheureusement, voilà, il y avait toutes ces discussions-là pour le réintégrer. Et donc, on rappelle un tout petit peu les faits, pourquoi il avait été suspendu, la Confédération fédérale avait décidé de sa suspension, etc. Il avait refusé de se mettre en retrait dans le Val-de-Marne, ça nous aurait étonné, bien évidemment. Les accusations d'instrumentalisation de la plainte sont rappelées. Tout ceci, c'est la stratégie classique pour ne pas avoir à répondre aux faits, à ce qui est reproché. Et donc vous voyez la plainte qui a été instrumentalisée à des fins politiciennes par le mis en cause pour se poser en martyr. Ça, c'est une remarque de l'avocate de la plaignante qui est très pertinente. Effectivement, ça permet de renverser le rôle, c'est du Darvaux pur, entre la personne qui serait une victime présumée et l'agresseur présumé. Et voilà, on nous instrumentalise pour nous faire du mal, et d'un seul coup, la personne qui a subi, la personne qui est la sujette du call-out ou de la plainte peut se poser en réelle victime. Bref. On rappelle que les militantes n'étaient pas surprises. Donc on était à ce moment-là, toujours, que je dis pas de bêtises, en 2022, je crois. On était, le 24 août 2022. Le 22 mars 2023, donc on est quasiment un peu plus de 6 mois après les faits, on nous dit que la CGT se déchire toujours autour des violences sexistes et sexuelles. Alors que le congrès qui actera le départ de Philippe Martinez s'ouvre le 27 mars, le syndicat vient de se doter d'un cadre officiel ambitieux pour lutter contre les mécanismes de domination des hommes sur les femmes. Mais les oppositions n'ont pas disparu et l'affaire Benjamin Hamar continue de crisper les positions.
Et effectivement, si le syndicat dit vouloir lutter contre les mécanismes de domination des hommes sur les femmes, il ne peut pas, 6 mois après, nous expliquer que, eh bien, en fait, on est en train de réfléchir à réintégrer une personne qui a subi cette accusation. Bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire, mais s'il n'a pas été condamné, de quel droit est-ce qu'on le met de côté? Et je comprends. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais MeToo n'est pas là pour se substituer à la justice. Eh bien, le fait est que la justice n'ayant pas les moyens de traiter ces affaires correctement, qu'est-ce qu'il reste aux victimes si ce n'est parler? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse du coup? Se taire? Et donc bien sûr qu'il n'y a pas été de condamnation. On sait qu'il n'y a pas eu de condamnation. La question qu'il faut se poser, c'est une question éminemment politique. Est-ce qu'on prend le risque que ces affaires-là se reproduisent? Et donc, est-ce qu'il faut un monde sans MeToo ou un monde où on accepte MeToo avec parfois des décisions qui sont difficiles à prendre? Et c'est très facile de se positionner comme étant radicalement féministe quand des accusations ne nous touchent pas, ne touchent pas le groupe dans lequel on travaille. Ça l'est beaucoup moins dès l'instant qu'on est les premiers concernés. Et on le voit, ils sont embêtés, ils ne savent pas quoi faire. Et donc ils disent, on veut mettre en place des choses pour lutter contre les mécanismes de domination, mais comme il n'a pas été condamné, on va peut-être le réintégrer. Et si ça se reproduit? C'est ça la question, qu'est-ce qui est le plus grave? Le mettre de côté de ses activités syndicales où il a beaucoup de pouvoir, ou que ces actes se reproduisent? Qu'est-ce qui est en termes de conséquences? Bref, la décision a été prise discrètement, elle n'a fait presque aucun bruit en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Seul le site confidentiel Off Investigation a révélé que le 14 mars, Benjamin Hamar a été exclu des instances dirigeantes de la CGT. Le porte-parole de l'UD du Val-de-Marne a été exclu quelques jours à peine après le congrès fédéral. Bref, ça rappelle un tout petit peu les faits. Le cas Hamar a tout d'un symbole et marque peut-être un changement d'air à la CGT. Pour la première fois, un responsable de premier plan a été écarté des plus hautes instances en raison de son comportement vis-à-vis des femmes. Il a fallu attendre 2022. Un an plus tôt, le dossier avait mis la CGT en ébullition. Fin février 2022, Benjamin Hamar avait été écarté. Il clame toujours son innocence, il prend mal son second démandatement, il reste dirigeant de fait de l'Union du Val-de-Marne. Donc, je veux dire, en plus de ça, c'est pas comme s'il avait été exclu de la CGT. Où est la nécessité de le réintégrer dans les plus hautes sphères? Il a toujours ses activités, il a toujours du pouvoir, ce qui pose question, mais bref. Sa mise à l'écart n'est pas seulement symbolique, même si la CEC se renouvelait quelques jours lors du congrès. Et c'est étonnant qu'on ne mette pas en avant que, évidemment, que ce n'est pas que symbolique, c'est aussi une décision politique pour protéger éventuellement d'autres femmes. Si jamais ce comportement s'avérait véridique, vous n'en savez rien, je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, il n'a pas été condamné, donc allez, on le réintègre au risque que ça se reproduise, ou est-ce qu'on prend des précautions et on l'écarte de ses sphères de pouvoir? Benjamin Hamar, enseignant au lycée dans le Val-de-Marne, s'est vu privé en juin de certains de ses mandats officiels et du temps de décharge syndicale qui y était lié par son syndicat de tutelle CGT, celui de l'Éducation nationale. Or, la dirigeante de la fédération qui chapeaute ce syndicat n'est qu'autre que Marie Buisson, la candidate désignée par Philippe Martinez. Donc là, on explique qu'en plus, il y a des jeux de pouvoir, mais ça sous-entend un tout petit peu qu'il y aurait une manipulation pour écarter un adversaire potentiel pour prendre du pouvoir à la CGT. Ce qui est problématique. Et de toute façon, voilà, malheureusement, on ne pourra jamais éviter ce genre de collusion, ce genre de suspicion. Mais du coup, encore une fois, le propos est détourné finalement. La question de comment on devrait réagir politiquement, collectivement, quand il y a ce genre de situation qui survient, une femme dans un groupe qui décrit avoir vécu des faits de violence sexuelle, en fait, cette question-là, elle est déportée vers autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas des luttes de pouvoir au sein de la CGT? Et c'est désastreux, quoi. Bref. En janvier 2025, la VFT, donc l'association européenne qui lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre du travail, a organisé un rassemblement féministe devant le tribunal judiciaire de Paris, en riposte à la procédure Bayon qui vise la VFT. De quoi parle-t-elle, ces militantes? Eh bien, figurez-vous que la VFT a dû comparaître en justice pour atteinte à la vie privée de Benjamin Hamar, qui est mis en cause par une femme pour des viols avec actes de torture et de barbarie. Benjamin Hamar, voilà le pire qu'on pourrait faire, a décidé de porter plainte contre une association féministe qui lutte contre les violences que les femmes subissent dans le cadre du travail. Ça peut paraître invraisemblable et c'est pourtant la réalité. Ça n'est pas Benjamin Hamar qui est passé devant un juge, c'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre du travail. Le 5 février 2025, à 14h30, devant la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. La VFT sera représentée par Marjolaine Vignola pour répondre aux attaques de Benjamin Hamar et se démarquer des méthodes d'action d'un autre cadre de la CGT, Gérard Lecor, assigné en justice également.
Benjamin Hamar, enseignant, alors cadre de la CGT et responsable de l'union départementale de son syndicat dans le Val-de-Marne, dont il est toujours le porte-parole, avait été signalé pour viol avec torture et acte de barbarie par Madame X, également membre de la CGT. Elle avait saisi la VFT et la CGT et déposé plainte contre lui. Donc la victime présumée a saisi la VFT, et c'est la VFT qui doit répondre du fait qu'elle ait pris la défense, qu'elle ait fait son travail militant, qu'elle ait pris la défense de cette femme. La VFT avait écrit au siège de la CGT quand il voulait le réintégrer. Philippe Martinez en était à la tête à l'époque pour interroger la réintégration d'un homme au comportement incompatible avec les principes de dignité humaine et d'égalité homme-femme. La VFT y rappelait la posture publique affichée par le syndicat en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et questionnait la cohérence d'une telle décision vis-à-vis des engagements politiques de la CGT que de ses obligations juridiques. La lettre contenait également une analyse des éléments de preuve recueillis et reprenait les propos tenus par Benjamin Hamar dans le cadre de l'enquête policière. Suite à l'envoi de cette lettre, Gérald Lecor, membre de la CGT, a pris la décision unilatérale de diffuser massivement ce courrier sans demander leur accord ni à Madame X ni à la VFT. Cette diffusion lui vaut d'être également assignée en justice par Benjamin Hamar qui demande que nous soyons condamnés soudainement. Question posée par la VFT, la protection de la vie privée peut-elle nourrir l'impunité des hommes visés par des dénonciations de violences sexuelles et leur servir à silencier les victimes et les associations qui les soutiennent ? Un article de Mediapart du 6 février 2025, donc quelques jours après le communiqué de la VFT pour en référer. Et il a fait condamner la VFT. Benjamin Hamar, écarté de la direction du syndicat après une plainte pour viol, depuis classé sans suite, reprochait à une association féministe et à un autre CGTiste d'avoir dévoilé des pans entiers du dossier pénal et de sa vie intime. Le tribunal les a condamnés conjointement, vous ne rêvez pas. Non seulement ça n'est pas Benjamin Hamar qui est passé devant les tribunaux, c'est la VFT, mais en plus de ça, la VFT est condamnée. C'est une douche froide pour les militantes féministes de l'association de la VFT. Je ne vais pas vous le lire en détail parce qu'il y a un communiqué de la VFT à ce sujet et on va leur laisser la parole à elles. Le tribunal a condamné les deux parties accusées. Gérald Lecor devra verser 4 000 € et la VFT 3 000 € au titre de préjudice moral pour non-respect de la vie privée, ainsi que 1 000 € chacun pour les frais d'avocat engagés par le plaignant. On nage dans une dystopie absolue, c'est un cauchemar. Et la VFT a partagé un article le 2 avril 2025, donc hier. On marche sur la tête. Des associations, la VFT condamnée dans l'exercice de ses missions. On lit leur communiqué. Depuis 40 ans, la VFT se bat sur tous les terrains pour que les droits des femmes au travail évoluent. Rien que la semaine dernière, nous l'avons fait. 3 points. Premièrement, on se constitue en partie civile à l'audience de Pardieu pour que le droit soit correctement appliqué dans les prétoires. Deuxièmement, en intervenant aux assises de la santé des travailleurs et travailleuses pour encourager une solidarisation autour des victimes dans les collectifs de travail. Et troisième point, en participant au rendu de notre groupe de travail proposant une réécriture des définitions pénales du viol et de l'agression sexuelle pour modifier notre droit à la source. On reviendra là-dessus d'ailleurs, c'est très intéressant. Cette même semaine, le tribunal judiciaire de Paris nous condamnait pour atteinte à la vie privée dans l'exercice de nos missions. Le 26 mars 2025, le tribunal judiciaire a estimé que la VFT avait violé la vie privée de Benjamin Hamar lorsqu'elle rappelait par courrier à la CGT en 2022 que ce dernier avait des pratiques sexuelles de domination qu'il revendiquait et assumait parfaitement dans le cadre d'une procédure pénale, le mettant en cause pour des faits de viol avec torture et actes de barbarie à l'encontre d'une femme accompagnée par la VFT dans ses démarches. Ce courrier documenté et précis de l'association visait à questionner la cohérence de la CGT. Le syndicat avait décidé de remandater Benjamin Hamar alors que son comportement envers les femmes, jouissance dans la domination et humiliation de celles-ci, n'est pas, selon la VFT, compatible avec l'exercice de ses fonctions au sein d'une organisation syndicale qui prône notamment l'égalité femmes-hommes. L'antagonisme entre la défense du bien-être et de la santé des travailleurs et des travailleuses et la volonté de dominer et d'humilier les autres, en l'espèce les femmes, était relevé dans le cadre de l'enquête préliminaire et l'écart entre les valeurs défendues et les pratiques sexuelles était considéré comme pouvant générer une confusion dangereuse chez les femmes de la structure que Benjamin Hamar était amené à côtoyer. Le danger de cette contradiction et les risques encourus en conséquence par les femmes de la CGT, dont l'une d'entre elles avait déposé plainte et au moins 2 autres avaient rapporté des faits d'agression sexuelle dans le cadre de leurs actions syndicales, a poussé la VFT à prendre la plume pour que la CGT agisse en responsabilité et protège les femmes. Ce jugement du tribunal est selon nous une appréciation sévère du travail d'alerte de la VFT et une restriction critique de la liberté d'expression des femmes victimes de violences dont la parole tombe sous le couperet de la protection de la vie privée à compter du moment où un classement sans suite interviendrait.
Quand on connaît le taux de classement sans suite de 85%, des 1 femme sur 10 qui dépose plainte, quand on sait que nous sommes dans un système pénal qui dysfonctionne avec des biais de jugement sexistes qui empêchent les poursuites, qui plus est jumelé à des lois inefficaces à protéger les femmes, on comprend qu'en réalité, ce sont les femmes victimes de violences sexuelles et leurs soutiens que l'on muselle et qui ont de sombres jours devant elles. Cela signifie que demain, quand la VFT écrira un courrier à un employeur pour dénoncer des actes de violence sexuelle classés sans suite, et qu'elle fera encore état des éléments de la procédure pénale, notamment des conclusions d'une expertise psychiatrique alarmante, l'auteur pourra, à l'instar de Benjamin Hamar, attaquer l'association en violation de la vie privée et la faire taire. Ce jugement est une décision dangereuse. Par ailleurs, la condamnation à payer au total 4 000 € de dommages et intérêts et d'honoraires d'avocat de la partie adverse, en plus des frais de justice, représente un coût non négligeable pour l'association. C'est autant d'argent qui ne sert pas à la défense des femmes et qui finance les privilèges des hommes, en plus d'affaiblir financièrement une association qui lutte quotidiennement aux côtés des victimes, dans un contexte où les subventions aux associations sont à la baisse et plus précaires que jamais. La VFT compte bien faire appel de sa décision pour se battre jusqu'au bout, pour préserver son droit d'alerte et sa liberté d'expression et espérer continuer d'avoir le droit d'exercer ses missions d'intérêt général. On marche sur la tête. C'est une association de défense des victimes de violences sexuelles au travail qui sont condamnées pour avoir fait leur travail. On marche sur la tête. Tout mon soutien à la VFT. Cette décision est incompréhensible. La décision de ce type d'avoir attaqué la VFT au tribunal est inacceptable. Et je suis assez étonné que j'ai pas mal de mutus sur Twitter qui suivent encore ce mec. Je suis catastrophé par ce type de décision qui envoie un message, je trouve, catastrophique, et j'espère que la CGT communiquera là-dessus très rapidement pour se désolidariser de ce qui vient de se passer. Voilà. Et soutien à toutes les plaignantes. On croit vos témoignages. Courage à vous. Je vous laisse ici parce que ça m'a mis en colère. À bientôt.